Et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de vocabulaire médical, notamment le vocabulaire que vous pouvez retrouver sur vos comptes rendus d'imagerie, que ce soit radio, échographie, IRM, scanner. Dans le milieu médical, on aime bien employer des mots que personne ne comprend à part nous. Donc, pour faire très simple, je vais essayer de vous en expliquer quelques-uns. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer 5 mots, en tout cas 5 groupes de mots que vous pourrez retrouver dans vos comptes rendus ou que vous pourrez retrouver justement sur certains bouquins ou dans certains contextes médicaux. Donc le premier, c'est un qui fait hyper peur, ça s'appelle la rupture transfixiante. Donc quand on parle de rupture transfixiante, on parle généralement de tendons, ça c'est souvent ce qu'on peut voir sur une échographie ou sur d'autres types d'imagerie. Quand on parle de rupture transfixiante, en fait, ce que ça veut simplement dire, ça veut dire que il y a une rupture sur toute l'épaisseur du tendon. Donc si par exemple le tendon il fait l'épaisseur de mon doigt, ça veut dire qu'il y a un trou en gros, comme s'il y avait un trou entre le bas et le haut du tendon. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture complète, ça veut juste dire que la rupture, elle va du bas du tendon jusqu'au sommet du tendon en traversant toute l'épaisseur. Alors en soi, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de douleur ou quoi que ce soit. Souvent, les ruptures transfixiantes, c'est souvent des ruptures un peu d'usure. C'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de cas, notamment sur certains muscles au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule. La coiffe des rotateurs, il faut imaginer que c'est un petit peu la sous-couche de votre épaule qui va maintenir votre épaule et faire en sorte que vous ayez un bon contrôle moteur au niveau de l'épaule quand vous allez bouger. Donc la rupture transfixiante, c'est vraiment un passage sur toute l'épaisseur du tendon, une rupture de l'épaisseur du tendon, mais pas forcément sur toute la longueur. Alors ensuite, le grand classique protrusion ou bombement discal, ça, on peut voir les deux sur les comptes rendus. Donc il faut imaginer que votre disque, c'est une sorte de gros amortisseur plein d'eau qu'on retrouve entre vos vertèbres. Cet amortisseur-là, avec l'âge, avec le temps, il a tendance à se déshydrater, il a tendance à s'user comme toutes les pièces de notre corps. Et en fait, l'usure du disque progressive va faire qu'il va réduire un peu son épaisseur. Et en réduisant son épaisseur, on va se retrouver avec une zone un peu bombée à l'arrière. Alors on n'en est pas au stade de hernie discale, c'est le stade un peu avant, on est dans l'usure. Et encore une fois, c'est de l'usure normale, c'est ce qu'on pourrait appeler les rides de l'intérieur. Donc un bombement et une protrusion discale en soi n'est pas forcément symptomatique, il faut toujours le relier à la clinique et c'est ça qui va vous permettre de déterminer si effectivement la douleur que vous avez au dos va être reliée à une douleur discale ou pas. Généralement la douleur discale, on a ce qu'on appelle dans la douleur discale une préférence directionnelle, c'est-à-dire que quand vous allez aller dans une direction ça va faire moins mal et quand vous allez dans une autre direction ça va faire plus mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, c'est pas toujours symptomatique, c'est pas toujours douloureux, loin de là d'ailleurs. Il y a plein de gens qui ont des protrusions et qui ne le savent pas. Donc c'est juste le fait que le disque soit un peu bombé sur l'avant, l'arrière et ou le côté ou les trois à la fois. Ça va dépendre. Alors là, je vais vous donner maintenant la définition de 4 termes en fait qui servent notamment en anatomie et dans les imageries pour se repérer entre l'avant, l'arrière, le côté, l'extérieur, l'intérieur. Donc pour ça, on a des termes qui sont vraiment propres au milieu médical, encore une fois, que vous avez déjà vus, que vous connaissez peut-être, que vous employez peut-être dans d'autres circonstances, mais qui ne veulent pas forcément dire la même chose. Ça va être antérieur, qui va désigner l'avant, postérieur, qui va désigner l'arrière, médial, qui va désigner l'intérieur, et latéral, qui va désigner l'extérieur. Donc c'est des termes qu'on emploie vraiment pour se repérer par rapport à certaines structures. Par exemple, un bombement postérolatéral du disque, ça veut dire que notre disque intervertébral, donc le disque qu'on a entre les vertèbres, il va bomber en arrière et légèrement sur le côté externe. C'est simplement ça que ça veut dire. Ensuite, on va parler d'un terme très galvaudé qui est hyper à la mode, c'est adhérence. Alors, on le retrouve à toutes les sauces en ce moment. Une adhérence, en fait, ce que c'est simplement un accolement cicatriciel, souvent de tissu conjonctif, mais pas forcément. Ça peut être le tissu conjonctif et la peau après une cicatrice, par exemple, quand vous vous coupez, en fonction de la profondeur de la coupure. Ça peut aller par exemple jusqu'au muscle, et en fait le muscle, il y a le muscle qui va devoir cicatriser, au-dessus du muscle il va y avoir une enveloppe de tissu conjonctif qu'on appelle vulgairement le fascia, l'aponévrose, etc. Au-dessus on va encore avoir une autre couche de tissu conjonctif, et après on va avoir le derme, etc. qui va venir justement
le derme, l'épiderme qui va venir constituer la peau. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Donc, une adhérence, c'est vraiment soit quand il y a eu un long moment d'immobilité où le tissu a du mal à nouveau à glisser, soit quand il y a eu un processus de cicatrisation, soit par une coupure, une plaie, une chirurgie ou quoi que ce soit. Et donc, la cicatrisation crée naturellement des adhérences. Donc, le massage précoce de la cicatrice permet d'atténuer ces adhérences-là. Le point sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est qu'une adhérence, il faut bien vous dire que vous ne ferez pas péter une adhérence une fois qu'elle est cicatrisée. Donc, chers thérapeutes manuels, chers ostéos et chers, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, on ne fait pas péter une adhérence comme ça en fait. Pour faire péter une adhérence, par exemple sur les occlusions sur bride, une occlusion sur bride, donc c'est l'intestin qui se bouge parce que y a une adhérence justement. Le seul moyen de faire péter l'adhérence, c'est d'ouvrir et de sectionner l'adhérence au scalpel. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est à force de massage, à force de travailler la zone, c'est redonner une forme de souplesse au tissu, une forme de compliance, une forme de résilience à ce tissu-là, pour éventuellement moduler les amplitudes articulaires et ou tissulaires. Et évidemment, très souvent, ça peut être des zones douloureuses, donc pour moduler la douleur sur cette zone-là. Donc voilà, donc retenez, adhérence, c'est un accolement après un processus de cicatrisation. Alors, un dernier terme que vous allez pouvoir retrouver très souvent quand vous faites une radio du dos, scanner, IRM du dos, c'est les articulations zygapophysaires postérieures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme barbare? Ça veut rien dire de bien méchant. C'est qu'au niveau de votre colonne vertébrale, donc vous avez des vertèbres, ça je vous l'ai déjà expliqué, vous le savez. Vous avez sur cette vertèbre plusieurs parties. On va faire très schématique, on va séparer la vertèbre en 3 parties. Il y a le corps vertébral, donc là où il y a le disque, c'est la plus grosse partie de la vertèbre. La zone où vous avez l'épine, donc quand vous regardez quelqu'un de dos, les épines, c'est tout ce que vous voyez le long de la colonne vertébrale. Et entre les deux, on va avoir une zone où on va avoir le canal vertébral dans lequel va passer la moelle épinière, ou si on est au niveau lombaire, on va avoir une partie des nerfs qui vont desservir la jambe. Donc les articulations zygapophysaires, ce sont les articulations qui s'articulent juste en arrière du corps vertébral, qui permettent aux vertèbres de s'articuler entre elles. C'est-à-dire qu'une vertèbre, si on schématise au niveau lombaire, c'est une vertèbre lombaire, c'est une vertèbre qui va avoir, on va rester très simple, 5 articulations. On va avoir 6 articulations. Une articulation avec le disque en haut, une articulation avec le disque en bas, donc le disque du dessus et le disque du dessous. Et derrière, on va avoir 4 articulations, 2 articulations pour s'articuler avec la vertèbre du dessus et 2 articulations pour s'articuler avec la vertèbre du dessous. Et c'est ça qu'on appelle les articulations zygapophysaires postérieures. On appelle ça aussi les articulaires postérieurs, on appelle ça aussi les processus articulaires, enfin bref, il y a tout un tas de noms, mais généralement, vous verrez souvent articulation zygapophysaire postérieure sur vos comptes rendus d'imagerie médicale. Voilà. Beaucoup d'informations, beaucoup de mots barbares. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris parce que j'ai pas assez simplifié, vous n'hésitez pas, vous me mettez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout abonnez-vous parce que je vois encore qu'il y a plein de gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est pas bien ça. Allez, ciao.